Il y a 3 ans, donc, le doyen de la faculté de médecine de l'université Versailles-Saint-Quentin, Djilali Annane, me demandait de créer un département, un laboratoire, un centre de référence ou d'excellence, c'est comme cela qu'on parlait de ce temps, et sur la santé. Et on s'est rendu compte au bout de 6 mois de préparation avec le doyen que ce qui était important, ce n'était pas de reconsidérer la santé humaine simplement, mais au contraire de rentrer dans un nouveau concept et qu'enfin il y ait un enseignement très libre, fait de conférences, qui permettent d'être multidisciplinaires et qui aborde ce nouveau concept qu'on appelle One Health. Ce concept One Health est tout simplement la prise en considération de la santé humaine, bien entendu, mais aussi de la santé animale, mais aussi de la santé environnementale. Et à ce titre, les interfaces devaient être, ou les ponts entre les différentes pratiques, les différentes professions devaient être établis, pas simplement au niveau théorique ou au niveau recherche, comme ça peut exister, mais aussi au niveau pédagogique. C'est ce que nous avons fait. Donc cela fait 3 ans qu'un cycle mensuel d'intervenants, que nous remercions à chaque fois 1000 fois, sont choisis par un comité particulier qui représente tous les doyens un peu et un certain nombre de grands instituts comme le musée d'histoire naturelle ou l'INSERM, le CNRS, l'Institut Pasteur, etc. Et à partir de là, nous avons fait une première année qui s'est globalement très bien passée. Et il y a même eu des post-casts, car tout ceci est enregistré, parce qu'on comprend très bien qu'on ne soit pas obligatoirement libre à ces heures-ci. Et donc, certaines ont été jusqu'à plus de 100 000 vues. Bien. Conforté par ce résultat, avec la commission de pédagogie, il a été décidé que les étudiants de 6e année puissent, s'ils le voulaient, participer à un certain nombre, avec une obligation minimale, il faut tout le temps en pédagogie qu'il y ait une obligation, qui était de 2 à 4 et qui est maintenant de 4 conférences sur la dizaine de conférences que nous faisons par an. Voilà exactement la situation, c'est-à-dire la volonté de transposer au niveau d'une faculté ce qu'au niveau de l'Académie vétérinaire de France, nous sommes amenés à engager, y compris avec nos collègues de l'Académie de médecine, sur justement cette nouvelle appréciation, cette nouvelle dimension de la santé qu'on appelle One Health. C'est un véritable décentrement. Je pense qu'au début, vous avez vu le schéma. Ce schéma montre en définitive que One Health est tout simplement l'intersection de tout. C'est-à-dire que les découvertes que l'on peut avoir sur l'animal posent aussi un certain nombre de résolutions pour l'animal lui-même, et y compris pour l'homme, y compris pour l'environnement. Nous devons d'avoir une pensée plus large. On appelle ça une nouvelle manière de penser, c'est-à-dire un nouveau paradigme. C'est le nouveau paradigme de la santé. Et pour cette raison, nous invitons obligatoirement des collègues qui n'ont pas strictement affaire, on peut dire, avec la faculté de médecine et d'avoir des étudiants en médecine qui les écouteraient. Prenons l'exemple de la conférence inaugurale la dernière fois. Elle a été faite sur le thème de One Health et région arctique. Et vous avez eu le professeur Arja Rotio de l'université d'Oulu qui a présenté en effet un extraordinaire déploiement de sa pensée,
ainsi que le professeur Yann Born, qui est professeur à l'université, notre université Versailles-Saint-Quentin. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance encore, voyez-vous, puisque ces collègues rentrent en définitive dans cette expérimentation pédagogique qui est justement d'établir des ponts. Et un des sujets extraordinaires qui concerne à la fois les vétérinaires, à la fois les médecins, médecins hospitaliers, médecins de vivre et autres, c'est bien sûr le problème de l'antibiorésistance, qui est un problème énorme dont on va vous parler maintenant. Et en plus, nous sommes d'une grande actualité, si j'ai bien compris, puisque aujourd'hui, nous avons le forum sur la biodiversité qui est actuellement en train de se faire et qui recueille, n'est-ce pas, beaucoup de chefs d'État qui, théoriquement, vont essayer d'avancer par rapport à ce qui avait été dit il y a 2 ans pour être beaucoup plus efficace. Donc nous rentrons, si vous voulez bien, tous ensemble, c'est-à-dire étudiants, professeurs et chercheurs, dans ce nouveau domaine de pensée qui est fondamental pour l'avenir. Et bien entendu, les 2 collègues que je vais vous présenter très rapidement vont faire en définitive l'explicitation de cette introduction. Alors, nous avons 2 intervenants, le professeur Marie-Cécile Ploix, qui est de l'Université de Limoges, et le docteur Jean-Yves Madec, qui est, lui, à Lyon, et qui est dans l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'alimentation, avec différentes fonctions. Donc, si vous le voulez bien, je ne vais pas perdre trop de temps. Nous allons donner la parole, si vous voulez bien, en premier pour une demi-heure au professeur Ploix, si elle veut bien. Et ensuite, nous donnerons la parole au docteur Madec. Et il y aura sûrement, éventuellement, des questions à poser. Bien entendu, nous les poserions à ce moment-là, s'ils le veulent bien, et qu'ils nous répondent. Est-ce que vous êtes d'accord, les 2 intervenants? Oui, ça a l'air de bien marcher. Même la technique marche, vous vous rendez compte, c'est génial. Donc, Marie-Cécile Ploix, vous avez la parole. Présentez-vous beaucoup mieux que moi-même, je viens de le faire trop succinctement. Bonjour, tout d'abord, merci beaucoup de cette invitation. Moi, je suis professeure de microbiologie à la faculté de médecine de Limoges et je dirige un laboratoire de bactériologie, virologie, hygiène au CHU et une unité INSERM sur la résistance aux antimicrobiens à l'université. Et donc, nous sommes ravis avec Jean-Yves Madec d'assurer ces 2 conférences sur le thème antibiorésistance et biodiversité. Bon, écoutez, merci beaucoup encore une fois pour cette invitation. Donc, on s'est partagé les choses avec Jean-Yves Madec pour, je vais vous faire une présentation plus généraliste sur l'impact et le côté One Health, donc une seule santé de la résistance aux antibiotiques, et puis l'impact sur la biodiversité à la fois microbienne, mais aussi plus globale sur la biodiversité animale. Peut-être qu'il faut commencer à rappeler, d'autant plus que le public, c'est des étudiants en médecine, que les antibiotiques sont des magnifiques molécules qui sauvent encore des millions de vies chaque jour dans le monde. Et heureusement qu'on les a, et vous connaissez tous les bienfaits, en tous les cas, les importantes avancées en médecine humaine grâce à l'arrivée des antibiotiques. On a même parlé de miracle des antibiotiques à une époque, ce qui a été un petit peu délétère d'ailleurs, ce mot-là, par la suite. Mais néanmoins, du fait d'un usage, entre autres, ce n'est pas la seule raison, mais d'un usage inapproprié ou abusif des antibiotiques, mais aussi d'autres antimicrobiens, on y reviendra. On est aujourd'hui dans une situation avec du développement de la résistance aux antibiotiques et de l'autre côté, une raréfaction des innovations et des nouvelles molécules. Et donc, on a une situation de santé publique assez alarmante,
avec, un papier de 2022 qui montrait que la résistance aux antibiotiques pouvait causer, être responsable de 1,3 million de décès dans le monde. Et il y a un papier, beaucoup plus récent avec de la modélisation à l'horizon, 2030 à 2050 qui modélise 39 millions de morts, directement attribuables à l'antibiorésistance dans le monde. La problématique, c'est que c'est assez invisible, enfin assez invisible, c'est-à-dire que, vous en tant que médecin, vous connaissez le fait qu'on peut mourir, d'un cancer, d'un AVC, de différentes pathologies, mais vous dites rarement, qu'un patient est mort du fait de l'antibiorésistance et pourtant le fardeau, humain est assez, important. Alors très directement parce que pour pas prendre trop de temps et respecter le temps et puis aller sur la biodiversité, néanmoins, nous ne vivons pas seuls dans notre environnement, d'humains, que ce soit à l'hôpital ou en ville, nous sommes, confrontés, nous vivons avec un environnement. Alors évidemment, l'environnement à l'hôpital est un petit peu différent que l'environnement chez nous, avec un environnement avec plus de molécules justement, plus de biocides, d'antiseptiques, de désinfectants et cetera, plus de transmission possible et puis, on peut consommer aussi, des antibiotiques, à la maison, si on a un traitement. Mais, et je laisserai cette partie à Jean-Yves Madec qui est spécialiste. Il y a toute la partie, santé animale aussi et puis, les animaux sauvages et puis l'environnement puisque, nos déchets s'en vont dans les eaux usées. Et donc, quel est l'impact de cette dissémination dans l'environnement? Donc même si, vous le voyez sur la diapositive, sur le bas de la diapositive ici, mais même si, heu, les, mmh les échanges se font surtout, au sein des communautés humaines ou au sein des communautés animales. Néanmoins, il peut y avoir, quelques échanges aussi de bactéries résistantes ou de gènes de résistance et puis depuis, 10-20 ans, on commence à vraiment regarder de plus en plus l'environnement. Tout ça pour vous dire que si on veut vraiment appréhender la problématique de l'antibiorésistance, on ne peut pas le faire sans cette approche One Health, même si elle a effectivement, des limites, mais Jean-Yves y reviendra. Alors on parlait de l'environnement, mais on a quand même en France, la chance d'avoir, des eaux usées qui sont, traitées par les stations d'épuration. Même si les stations d'épuration ne sont pas là pour éliminer spécifiquement, les bactéries résistantes, mais pour éliminer les toxiques, elles éliminent néanmoins énormément de bactéries résistantes et de gènes de résistance. Heu, mais c'est pas partout pareil dans le monde et puis, il y a pardon, des rejets de résidus pharmaceutiques dans l'environnement. Notamment, vous savez que la plupart des médicaments et notamment les antibiotiques sont fabriqués dans des pays dans lesquels il n'y a pas de régulation quant à la au traitement des eaux usées en sortie des usines et donc on a des concentrations, et d'antibiotiques et de bactéries résistantes dans l'environnement qui sont très, très importants. Par ailleurs, les conditions sanitaires ne sont pas les mêmes dans le monde et effectivement, il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas accès à de l'eau potable et qui ont un manque d'hygiène. On comprend bien que quand on a des enfants qui vivent, comme vous le voyez là, dans ces conditions-là, on imagine tout de suite le risque de transmission de bactéries et donc de bactéries résistantes et le risque de contamination et de pollution de l'environnement par, différentes molécules et dans le monde, à l'heure actuelle, ce rapport de Nations unies, du programme environnement indiquait que 56 des eaux industrielles et domestiques dans le monde sont rejetées dans l'environnement sans traitement ou avec très peu de traitement. Par ailleurs, en Inde, par exemple, un très fort taux de la population, plus de la moitié, n'a pas accès à des toilettes et donc vous pouvez bien imaginer la dissémination, dans l'environnement. À partir, de l'environnement, on peut avoir différentes sources, hein, donc on a parlé des stations, d'épuration qui reçoivent, les eaux usées. On a aussi, le compost à partir du lisier et du fumier des élevages.
On a de l'aquaculture, même s'il y a des choses réglementées, mais il y a encore beaucoup d'améliorations, d'alternatives aux antibiotiques à utiliser pour limiter le nombre d'antibiotiques en aquaculture, avec un risque qu'un certain nombre de molécules et de bactéries se retrouvent dans les eaux de surface et éventuellement dans les eaux souterraines. Il ne faut pas oublier le rôle des animaux sauvages. Nous vivons, Il y a un problème de diapo. Ah, vous en êtes à ça passe quel pas diapo, là? Oula, j'en ai fait au moins 6 ou 7. Parce que là, malheureusement, on en est tout le temps à l'approche Wanel de l'antibiorésistance. Et si vous... faut peut-être cliquer sur diaporama, peut-être, éventuellement. Ah, mais c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Ah, pardon. C'est ce que j'ai fait. Si je les passe là, est-ce que ça bouge plus? Non, rien ne bouge. Est-ce que ça va mieux là si je bouge? Ah, déjà, ça va mieux. Ah, l'écran est déjà mieux. Bravo. Mais Voilà. ça bouge. Alors, très bien. Les diapos bougent, Rejet des résidus. On est tout à fait dans ce qu'on disait. Donc, ça a l'air de marcher. Bon, ben, je ne vais pas recommencer pour ne pas faire perdre de temps, mais Non. désolé que vous n'ayez pas eu les diapos. Mais on a bien fait de vous le dire. Oui, bah oui, oui, oui. Donc ça, c'est ce que je vous disais sur les sources. Et donc, on en était là sur le rôle des animaux sauvages. Et effectivement, nous vivons, y compris en ville, entourés de petits animaux qui sont autour de nous, qui eux-mêmes peuvent porter des bactéries résistantes et à qui on peut transmettre aussi des bactéries résistantes. Et il a été montré le rôle de la faune sauvage. Et notamment, je suis toujours impressionnée par cette carte que vous voyez là sur les mouvements d'oiseaux migrateurs. Vous voyez, qui parcourent le monde. On les voit en ce moment avec le changement de saison. Et donc, il a été montré que certains oiseaux migrateurs aussi pouvaient avoir et porter des bactéries résistantes aux antibiotiques. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier aussi, ça c'était pour vous situer le contexte global écosystémique dans lequel on est, mais il ne faut pas oublier que l'origine des antibiotiques, ce sont des bactéries ou des champignons du sol qui les produisent. Et que pour que les micro-organismes qui produisent ces antibiotiques survivent dans le sol, ils ont eux-mêmes des mécanismes de résistance aux antibiotiques qui peuvent aussi être transférés. Et il y a certaines évidences scientifiques qui montrent que certains gènes de résistance aux antibiotiques qu'on a en clinique aujourd'hui ont des progéniteurs dans les bactéries du sol. Et c'est pour ça que maintenant on parle même de santé planétaire, pour ne pas oublier tous les petits êtres vivants que nous ne voyons pas obligatoirement, mais qui vivent dans le sol, au contact aussi de ces molécules fabriquées par des micro-organismes du sol. Et ce qui fait que du coup, comme cet environnement peut contenir des progéniteurs de gènes de résistance, eh bien, à un moment donné, ces bactéries peuvent se rencontrer. Et donc, vous avez ici, par exemple, dans ce cercle de gauche, des bactéries résistantes qui sont, des bactéries qui peuvent être résistantes parce qu'elles ont des petits cercles rouges, des plasmides de résistantes ou des gènes de virulence qui les rendent vraiment pathogènes. Et puis le cercle à droite, vous avez des bactéries environnementales ou animales. Et à un moment donné, eh bien, à l'intersection de ces différents domaines, il peut y avoir des rencontres entre des bactéries de l'environnement, des bactéries humaines, et il peut y avoir des transferts de plasmides et de gènes, et donc provenant de l'environnement, mais arrivant chez des bactéries pathogènes pour l'homme ou pour l'animal d'ailleurs. Et donc, d'autant plus qu'il y a des études sur des sédiments qui ont été effectuées. Et vous avez ici sur cette diapositive un certain nombre de médicaments. On va s'intéresser aux antibiotiques. Donc, les sédiments, vous savez, quand vous avez une rivière, vous avez une couche un peu sablonneuse de vase autour. Et c'est ça, cette partie de sédiments. Et il y a des gens qui ont été prélevés une carotte de sédiments qu'ils peuvent dater de 1960 à 2010. Et les pointillés sur la diapositive représentent les dates de mise sur le marché de ces différents médicaments.
Et ensuite, vous avez ici les concentrations, d'antibiotiques qu'on retrouve dans ces sédiments. Eh bien, vous voyez que pour ici, vous avez, 3 antibiotiques, le triméthoprim, sulfaméthoxazole et l'ofloxacine. Eh bien, en fait, on retrouve des concentrations d'antibiotiques dans les sédiments dès leur mise sur le marché et on le retrouve tout au long du temps dans les sédiments. Donc il y a une accumulation, dans les sédiments des molécules et donc on peut Dans les sédiments imaginer des molécules et donc on peut et donc on peut imaginer qu'il y a aussi une pression de sélection qui du coup demeure et va pouvoir, sélectionner des bactéries résistantes. Ce qui fait que l'environnement, il y a des conditions favorables pour un échange de gènes avec, une pression de sélection, qui persiste, due à des antibiotiques qui peuvent être même s'ils sont en très faible dose dans l'environnement. Il y a aussi, je vous disais, d'autres agents sélectifs potentiels comme, des biocides, hein, ce qu'on utilise pour, faire de l'entretien des locaux, que ça soit à l'hôpital ou chez soi, mais évidemment à l'hôpital en quantité plus importante. Que ce soit aussi, des métaux lourds qu'il y a dans l'environnement, du mercure par exemple, qui peut, qui peut entretenir aussi, sélectionner des gènes de résistance. Et donc notre activité humaine, ce qu'on appelle l'activité anthropique, elle a un impact sur la dissémination de la résistance et toujours à partir de ce papier sur, la santé planétaire, effectivement, plus vous avez ici donc, on va dire différents environnements au sens très large. Donc là, on peut parler, d'une forêt avec, une rivière et pas d'activité anthropique et donc vous allez avoir un certain nombre de bactéries, dans cet environnement, dans le sol, avec des bactéries dont on sait que certaines peuvent être donneuses et d'autres réceptrices d'éléments génétiques qui peuvent porter des gènes et dont des gènes de résistance. Et puis plus vous allez aller vers des activités, des environnements anthropisés, ici un environnement avec de l'agriculture, avec lequel il peut y avoir effectivement de la pression avec des antimicrobiens au sens large, que ce soit là encore antibiotiques ou biocides. Et puis dans un environnement où il y a encore plus d'activités anthropiques, évidemment les hôpitaux avec des zones urbaines très importantes, où là la pression antimicrobienne va être encore plus forte. Eh bien vous voyez que vous allez avoir beaucoup plus, facilité, beaucoup plus d'échanges entre bactéries au sein des sols et de plus en plus, certains travaux tendent à démontrer que c'est pas n'importe quelle bactérie, qu'il y aurait des bactéries, spécifiques qui seraient plus à même de persister et de donner, à d'autres leurs gènes de résistance. Alors pourquoi tout ça, si on en vient à la biodiversité au sens large, pourquoi ça peut avoir des interactions, ces évolutions de la résistance aux antibiotiques sur la diversité? La première diversité, bah, c'est celle qui est présente sur la diapo d'avant, cette diversité microbienne, qui est dans le sol, mais on va le voir aussi dans notre tube digestif. Eh bien, parce que les bactéries, elles ont des interactions entre elles. Elles ne vivent pas toutes seules. Et donc elles ont des interactions. Donc une des premières, un des premiers impacts, en fait, c'est que, eh bien, certaines bactéries, je vous ai dit, naturellement dans le sol, produisent des mécanismes de résistance parce qu'elles-mêmes, elles produisent des antibiotiques. Et donc ces mécanismes de résistance, vont pouvoir, heu, enlever des antibiotiques autour de ces bactéries et permettre à certaines bactéries qui sont grisées auraient dû disparaître de cet environnement, eh bien, de persister parce qu'à l'endroit où ces bactéries sont en contact avec la bactérie verte qui produit un mécanisme de résistance, eh bien, l'antibiotique est détruit, et ces bactéries vont pouvoir survivre. Donc c'est une première forme de coopération entre bactéries. La deuxième forme, c'est que dans notre tube digestif, dans des canalisations, sur votre plaque dentaire, les bactéries, elles existent sous forme de biofilms et les biofilms, ce sont des, une structuration des bactéries qui ne vivent pas comme ça toutes seules, mais qui vivent sous cet aspect, vraiment, structuré avec une couche, assez importante polysaccharidique qui fait qu'elles se protègent. Elles se protègent, des antibiotiques, elles se protègent de plein de choses et elles échangent. On sait que ce biofilm est un lieu favorable à échanger des gènes, dont des gènes de résistance et donc il y a beaucoup de coopération à l'intérieur des biofilms et donc on a tendance à penser,
Globalement, quand vous recevez un antibiogramme, hein, quand vous êtes en stage à l'hôpital, on imagine que c'est exact. La science exacte, eh bien, pas complètement parce que, bah, dans notre tube digestif, au niveau d'un cathéter, les bactéries, elles vont être sous forme de biofilms et elles vont avoir des interactions entre elles qui peuvent modifier la sensibilité aux antibiotiques. Donc on a aussi, sans rentrer dans les détails, mais des effets de signalisation entre bactéries qui vont faire qu'elles vont exprimer plus ou moins certains mécanismes de résistance et se protéger, les unes les autres. Mais, aussi, la dernière possibilité, c'est que, il va y avoir une sorte de mutualisme et donc certaines bactéries vont produire, des nutriments qui vont aider d'autres bactéries à résister et à survivre et notamment certaines bactéries deviennent un peu addictes aux antibiotiques et donc certaines vont pas pousser en présence d'antibiotiques et d'autres vont plus pousser en présence d'antibiotiques, mais ça elles vont s'auto, alimenter. Donc vous voyez bien que si déjà on vient par de l'antibiothérapie importante, modifier ces interactions, bah, on imagine bien déjà une perte de biodiversité microbienne et pourquoi les antimicrobiens ont des effets sur les écosystèmes? Eh bien d'abord parce que, comme je vous l'ai dit, les communautés microbiennes naturelles, dans l'environnement, elles assurent d'importantes fonctions écosystémiques. Que les antimicrobiens, ils ont ces communautés, donc elles sont très bien organisées pour, très bien fonctionner ensemble, donc ça, c'est vrai dans l'environnement, mais c'est vrai aussi chez nous. Vous savez on est fait de plus de bactéries que de cellules humaines et donc il y a des interactions au sein de nos microbiotes qui font qu'on est en bonne santé et en revanche, les antimicrobiens, bah, quand on regarde, si on reste dans l'effet environnement, il y a des effets écotoxicologiques sur, des antimicrobiens, sur les microbiomes de l'environnement, qui peuvent avoir un impact sur ces services écosystémiques dont je viens de vous parler, toutes ces interactions entre les bactéries, et ça peut avoir un impact aussi sur la santé des plantes, parce qu'il y a des cycles biogéochimiques, chez les plantes qui sont liés, à certaines interactions des microbiomes et si vous les déstructurez, vous allez avoir un impact. D'autant plus que vous pouvez, ça a été montré, hein, que les bactéries, si elles sont modifiées par des effets, toxicologiques des antimicrobiens avec cette modification des cycles biogéochimiques qui sont, heu, qui sont induits par un certain nombre de communautés bactériennes et bien, ça va avoir un impact aussi sur la régulation du climat terrestre et on reviendra sur le changement climatique. Ce qui fait qu'au final, l'utilisation d'antimicrobiens peut vraiment menacer de diminuer la diversité microbienne et la préservation de la biodiversité et c'est essentiel pour maintenir un réservoir, moléculaire diversifié pour des futures découvertes pharmaceutiques parce que je vous ai dit la plupart des antibiotiques, viennent de bactéries ou de champignons du sol. Il y a des équipes de recherche qui travaillent à partir de prélèvements de sol pour trouver des nouveaux antibiotiques et si on vient déstabiliser toute cette biodiversité microbienne dans le sol et bien on va appauvrir aussi probablement les futurs, le futur potentiel d'arsenal thérapeutique. Et d'ailleurs, il a été montré dans ce papier, l'effet d'antibiotiques, vous voyez, de façon alors positive, si on peut le dire, c'est-à-dire qu'il a été montré, ça c'était aussi, dans l'environnement, dans des sédiments, sur des biodiversités microbiennes dans les sédiments, que les antibiotiques allaient, sélectionner plus de gènes de résistance chez ces bactéries de l'environnement. Que les gènes de résistance aux antibiotiques étant plus exprimés, eh bien, eux-mêmes, ils allaient avoir un impact sur la diversité des eucaryotes cette fois-ci, donc des êtres vivants, vivant dans le sol, hein. Heu et puis, d'autres molécules vont avoir, elles, un effet négatif ou justement modifier, les communautés bactériennes, modifier la bêta-diversité, c'est-à-dire les diversités bactériennes. Donc on a vraiment, selon les effets toxicologiques, des différentes molécules qu'on a dans l'environnement, donc les antibiotiques, mais pas seulement, eh bien, on peut avoir des effets négatifs sur les diversités microbiennes et des effets, entre guillemets, «positifs», c'est-à-dire, qui vont générer plus de gènes de résistance.
Et donc, si on regarde, là, il y a une review qui était très intéressante de 2023, me semble-t-il, ou 2024, je ne sais plus, 2023, sur les perturbations liées aux antibiotiques dans le microbiome digestif. Alors, il y a plein de papiers là-dessus, mais pour résumer en un schéma, voilà, ça c'est notre microbiote qui normalement est assez riche et diversifié. Eh bien, avec la pression de sélection antibiotique, le traitement antibiotique, bien sûr, vous allez vouloir traiter votre patient, mais grande différence entre prescrire un antimicrobien, que ce soit un antibiotique, un antiviral, un antiparasitaire, un antifongique par rapport à prescrire un antihypertenseur, c'est que l'antihypertenseur, la cible moléculaire, c'est le patient directement. Là, bien sûr, c'est le patient que vous voulez traiter, mais la cible moléculaire de l'antibiotique, c'est pas le patient, c'est la bactérie. Donc c'est un autre organisme vivant qui vit sa vie à l'intérieur du patient. Et donc les bactéries du tube digestif, même si c'est pas la cible de l'action de l'antibiotique, elles vont subir cette action et les études montrent qu'il y a une perte de diversité et de richesse du microbiote. Parce qu'il y a de la séquestration, il y a différentes, on ne va pas rentrer dans le détail parce que le temps passe vite, mais il y a différents effets qui vont entraîner cette perte de diversité. Par ailleurs, il y a eu ce papier qui date d'il y a quelques années sur, on a parlé tout à l'heure des cycles biogéochimiques qui peuvent être modifiés sous l'action des antimicrobiens chez des bactéries de l'environnement et augmenter les températures et on le voit bien et on l'entend, tous les jours et effectivement en ce moment, il y a le sommet mondial de la biodiversité où c'est aussi soulevé. Il y a eu cet excellent, je trouve, papier sur, un éditorial, alerter les scientifiques, pardon, sur, la biodiversité liée au changement climatique. Parce qu'il va y avoir là aussi, dû au changement climatique, élévation des températures et cetera, moins de diversité d'un certain nombre d'êtres vivants dans l'environnement, que ça aille du corail dans les eaux profondes, jusqu'à, au niveau des plantes, avec moins de bactéries aussi qui vont être là sur ces plantes pour les défendre de la même façon que nos bactéries nous défendent. Ça va générer plus de pathologies chez les plantes, mais aussi chez les hommes. Et puis, bah, on sait qu'il y a beaucoup plus de voyages qu'il y a 20 ou 30 ans qui vont permettre de transmettre beaucoup plus facilement ces bactéries. De la même façon, il a été montré, hein, que l'agriculture, alors là, cette fois-ci, pas sur le côté antimicrobien pur, mais aussi les stations d'épuration, eh bien, on produit, différents produits, enfin métabolites chimiques dans l'environnement qui vont avoir aussi, un effet et donc vous connaissez tous, les gaz à effet de serre. Donc l'environnement, vous voyez que c'est complexe, à la fois dans la transmission et la dissémination de l'antibiorésistance et ici, vous avez cette échelle, c'est une publication de 2020 où vous avez plus on va vers le rouge foncé, plus c'est pollué. Donc c'est un score de pollution des eaux, de l'eau, avec des antimicrobiens et donc vous voyez bien qu'il y a certaines régions du monde, donc on rejoint des régions, je vous disais tout à l'heure que des régions qui fabriquent les antibiotiques et dans lesquelles il n'y a aucune régulation ou quasiment pas de régulation sur les rejets dans l'environnement. Des pays dans lesquels on a vu tout à l'heure les conditions sanitaires malheureusement ne permettent pas de limiter la transmission au maximum. Donc il faut travailler, bien sûr, il faut travailler sur des nouvelles molécules, mais il faut beaucoup travailler sur la transmission. Et donc on voit qu'il y a un taux de pollution qui a un gradient nord-sud, hein, et avec des taux, malheureusement très élevés. Donc juste 2-3 diapos pour finir, on a parlé de la biodiversité, de la pollution antimicrobienne dans l'environnement, mais vous savez qu'on parle beaucoup aussi de la pollution par les microplastiques et donc là aussi, je vous recommande ce papier si vous êtes intéressé de 2023, où on parle de la résistance aux antibiotiques dans la plastisphère. Maintenant, on utilise le terme plastisphère, tellement il y a de microplastiques, dans l'environnement. Je ne sais pas si vous avez déjà fait moi, mes enfants qui sont grands m'amènent faire comme ils appellent des clean walk sur les plages pour ramasser des plastiques. Si vous vous attachez à ramasser les petits bouts de plastique, eh ben, vous pouvez, y passer, des jours et des jours et des jours tellement il y en a sur une plage. Et donc on imagine, évidemment dans des pays, j'ai vu l'autre jour des images des Comores, mais les plages sont jonchées
de matières plastiques, parce que tout le monde déverse, les bateaux aussi et il y a pas de régulation malheureusement et pas de moyens. Et donc les plastiques, si en bleu vous avez une bille de microplastique, eh bien, je parlais tout à l'heure du biofilm sur les cathéters ou dans les canalisations dans votre tube digestif, les bactéries, elles adorent former du biofilm si elles adhèrent sur quelque chose et là, elles vont adhérer à des billes, avec ces micro-billes de microplastique. Elles vont recréer du biofilm, elles vont recréer un environnement naturellement résistant et donc elles vont, faire du transfert de gènes. Elles vont, absorber plus facilement des agents co-sélectifs et ces agents vont être incorporés dans les matières plastiques. Donc il y a aussi un vrai problème là aussi de diversité associée aux microplastiques. Et puis il y a, un papier, très récent où ils ont regardé, ils ont mimé en laboratoire le stress environnemental ils ont mis, des bactéries avec un stress chimique. Ils ont mis du cuivre, sur des bactéries et ils ont regardé le taux de résistance, donc en mimant un peu le côté, polluant, multiple dans l'environnement et en fait, ce qu'ils ont regardé, c'est que sans stress, vous avez pas trop d'invasion des bactéries et particulièrement des bactéries résistantes. Ils ont regardé le microbiome de la rivière comme, indicateur et en revanche, en présence du stress, du polluant par le cuivre, eh bien, ils ont vu augmenter l'invasion par des bactéries, résistantes de cet environnement, de la rivière. Donc, le changement climatique, effectivement, il a des effets, là encore sur des effets génétiques, des effets, physiologiques des bactéries. Et pourquoi il y a un lien avec l'antibiorésistance? Eh bien, parce que quand il y a, on a vu ça récemment, des inondations majeures, eh bien, ça va lessiver les sols. Le lessivage des sols va faire que les bactéries qui étaient, résistantes, enfin et les autres, mais les bactéries résistantes qui étaient dans le sol vont être lessivées, ça va aller vers les eaux, plus profondes. De la même façon, de fait du changement climatique, il y a des migrations de population, des migrants climatiques parce qu'il y a de la sécheresse et il est plus possible d'avoir de l'activité humaine dans certaines régions du monde, ce qui va augmenter l'accumulation de personnes dans des zones urbaines pour lesquelles les structures ne sont pas adaptées. Alors, voire il y en a pas, voire même s'il y a des stations d'épuration, elles peuvent ne pas être adaptées à la quantité de personnes et sans parler des camps de réfugiés, sont dans lesquels les conditions sanitaires et d'élimination des eaux usées ne sont pas du tout, pas du tout adaptées. Et ce changement climatique, eh bien, va augmenter du transfert horizontal de gènes, puisqu'on sait que le transfert horizontal de gènes, dont des gènes de résistance, est augmenté par la température. Comme on l'a dit, les microplastiques augmentent les possibilités de transfert. La fréquence, la composition et les quantités de pollution contenant des agents, biotiques, ce qu'on appelle biotiques et abiotiques, peuvent augmenter en raison de la crise climatique et la température, les concentrations d'oxygène et de CO2 dans l'environnement peuvent également influencer la survie et la prolifération des bactéries, ainsi que la vitesse à laquelle elles acquièrent une résistance. Donc nous sommes effectivement, soumis à une triple crise planétaire et l'antibiorésistance est vraiment au cœur de cette triple crise planétaire. Pourquoi triple? Parce que d'abord, on a des modes de consommation et de production qui sont non durables, de façon globale, mais y compris aussi pour les antibiotiques. On a une croissance démographique, une croissance de l'urbanisation et de la demande croissante d'aliments et de soins de santé, qui fait que ça va augmenter aussi l'utilisation des antimicrobiens et des rejetés de polluants dans l'environnement. Et donc cette triple crise sanitaire, elle rejoint le changement climatique, la pollution et du fait l'impact sur la biodiversité et on a vu comment l'antibiorésistance par elle-même a aussi, majore on va dire, l'impact sur la biodiversité. Je vous remercie beaucoup. En tout cas, merci Marie-Cécile, vraiment, vraiment, quel panorama qui nous amènerait éventuellement à risquer de baisser les bras, parce que de quelle manière avoir une action, il n'y a que la connaissance scientifique et d'éventuelles actions. Et là, je me permets de faire une réflexion d'éthique particulière, puisque il y a 40 ans, n'est-ce pas, vous êtes prof de microbiologie, le professeur Duval à l'hôpital, de Créteil, se battait avec un réanimateur que j'ai bien connu, qui était le grand réanimateur Maurice Rapin.
et avait établi comment l'usage des antibiotiques et avait montré comme quoi il ne fallait pas l'argamanu, etc. Depuis, pendant toute une période, ce sont les vétérinaires qui eux-mêmes ont été amenés à faire cet usage et les différents papiers montrent qu'en définitive, actuellement, les vétérinaires ont coupé de moitié, de 50% l'utilisation des antibiotiques, mais que malheureusement, c'est la médecine de ville qui est amenée à plus particulièrement, traiter. Et on peut se poser la question de ces... C'est le problème de la cause. Il y a une éthique de responsabilité à avoir, chacun à son niveau, et on voit bien tous les professionnels qui sont amenés là à intervenir. Le médecin se doit obligatoirement d'avoir une réflexion, je dirais, responsable. On est dans l'éthique de la responsabilité pour rentrer dans le concert de ce que vous appelez, c'est-à-dire une certaine régulation par rapport à des phénomènes qui, pour la plupart, nous dépassent, avec une volonté de minimisation. Donc vraiment, votre intervention. Merci Marie-Cécile. On va passer la parole maintenant, s'il le veut bien. Je vois que nos deux collègues de l'Académie nationale vétérinaire nous ont rejoints et ils font partie eux-mêmes de la création de ces conférences. On va donner la parole à Monsieur Madec, s'il veut bien. Si vous voulez bien vous présenter de la même manière et donc d'embrayer, nous sommes tout à votre disposition. Vous m'entendez, Monsieur Madec? Oui. Très bien. Est-ce que vous m'entendez? Ah, très bien. Et est-ce que vous voyez les diapos? Magnifique. Bravo. Et est-ce que vous les voyez changer? Voilà. Et on vous voit même. Enfin, on a vu quelqu'un. Ah, vous avez vu quelqu'un? C'était pas moi, mais c'était un vétérinaire. Vous avez la parole. Bien, eh ben, écoutez, bonjour à toutes et à tous et merci également pour cette invitation. Je suis ravi de participer à ces débats avec Marie-Cécile, avec qui on a préparé cette soirée de façon complémentaire, on va dire, parce que tout ce que Marie-Cécile a dit, j'ai pas grand-chose à rajouter et son topo suffirait à vraiment poser le cadre de l'impact de l'usage des antibiotiques et de l'antibiorésistance sur la biodiversité. Et donc, pour avoir cette approche un peu complémentaire, on a choisi que moi, j'aille un peu plus à la fois dans le micro, puisque vous avez eu une vision très globale. Et donc, moi, je vais prendre le parti de prendre des exemples très précis pour essayer d'ancrer ces deux angles-là, hein, c'est-à-dire l'angle très général, très lié. Vous avez vu que, évidemment, le problème de l'antibiorésistance est extrêmement lié aux problèmes de changement globaux de la planète et des impacts généraux sur cette planète. Et donc, moi, je vais d'une part être davantage sur quelques exemples. Et puis, je voudrais aussi, puisque vous disiez, mais qu'est-ce qu'on peut faire alors du coup? Parce que il semble qu'on puisse pas faire grand-chose. On est pris dans un cercle, une espèce de spirale ascendante d'impacts globaux. Et puis, vous citiez aussi le fait que les vétérinaires avaient effectivement fait beaucoup d'efforts dans ce domaine-là. Moi-même, je suis vétérinaire, donc je portais la voix un petit peu du monde animal, comme disait Marie-Cécile. Je travaille donc à l'ANSES et je m'occupe de résistance aux antibiotiques et de suivi de la résistance aux antibiotiques dans le monde animal. Et effectivement, vous citiez à l'instant les efforts importants qui ont été faits de réduction de la médecine vétérinaire en matière d'usage des antibiotiques. Et c'est vrai qu'on n'a pas le même impact en médecine humaine
en termes de résistance. C'est-à-dire que tous les efforts faits en médecine vétérinaire n'expliquent pas ce qui se passe en résistance chez l'homme. Et on voit bien qu'on n'a pas du tout une proportionnalité entre les efforts qui ont été faits en médecine vétérinaire et un impact chez l'homme, alors qu'on l'a en médecine vétérinaire. C'est-à-dire que autant on a beaucoup diminué l'usage en médecine vétérinaire, et de façon parallèle, on a beaucoup diminué la résistance des bactéries aux antibiotiques en médecine vétérinaire. Mais l'impact croisé entre les deux médecines n'est pas si facile. Donc, mon message ici va être à la fois, Marie-Cécile en parlait, de, de montrer que traiter le One Health, faire du One Health, essayer de raisonner One Health, c'est vraiment pas facile. Tout n'est pas dans tout et en même temps tout est dans tout. Et c'est ça la difficulté, je pense, du sujet en général. Tout a un impact sur tout, mais tout n'a pas forcément un impact sur tout. Et comment naviguer au milieu de ces deux angles-là pour essayer finalement d'avoir des actions positives et efficaces ici sur la résistance aux antibiotiques. Alors, effectivement, la Très personne que vous avez vue, cartésien. Je vous trouve très cartésien. C'est bien. On va essayer d'avoir des modèles et de voir comment on peut agir dessus. Ça, c'est très important. Oui, effectivement, parce qu'il faut bien avancer, donc il faut quand même. Vous parlez d'éthique de responsabilité, je pense effectivement, on n'est pas obligé d'attendre le niveau de preuve pour avoir une propre éthique de comportement. Bon, finalement, c'est un petit peu ce qu'ont fait les vétérinaires, on les a un petit peu poussés, enfin pour leur grande partie, hein, certains avaient pris des initiatives avant, mais on a poussé la profession à avoir un comportement responsable sur l'usage des antibiotiques au motif de la santé publique, hein. Et je pense que même indépendamment de ce motif-là, il fallait le faire. Je pense qu'éthiquement, on ne doit pas utiliser un antibiotique, quel que soit son cadre de profession, s'il n'est pas utile. Même si on ne mesure pas l'entièreté des Même impacts qu'on peut avoir. même s'il est utile, puisque, si j'ai bien compris, et puisque vous êtes vétérinaire, vous allez un tout petit peu me le dire, l'emploi des antibiotiques chez les animaux n'est pas du tout pour les traiter. C'est tout simplement pour diminuer par rapport à une volonté de productivité, en définitive, de ces différents animaux. Je me trompe ou pas? Eh bien, ça dépend dans quel pays vous vous trouvez, parce qu'en Europe, en Europe, vous vous trompez complètement, et ailleurs, pas forcément. Ça veut dire qu'effectivement, dans un certain nombre de pays et continents où l'agriculture est pénalisée, alors attendez, là, je vais revenir sur la diapo d'avant, qui a dû changer toute seule, je ne comprends pas. Dans un certain nombre de pays, je disais, où le système agricole est, on va dire, défaillant, ou en tout cas à un certain nombre de limites, effectivement, l'usage des antibiotiques est un peu une béquille à cette défaillance, et c'est-à-dire que du coup, les antibiotiques permettent de rehausser un petit peu l'hygiène, parce que lorsqu'on met des antibiotiques de façon préventive, on a un certain effet sur le microbisme ambiant, et donc on aide un petit peu les êtres vivants à réagir mieux à leur environnement, et donc à continuer leur croissance, etc. Donc c'est ce qu'on appelle l'usage des antibiotiques classiquement en facteur de croissance, même si la réalité de l'impact de l'antibiotique sur la croissance directe des animaux est quand même très difficile à mesurer, mais on va dire l'usage préventif des antibiotiques, ça c'est quelque chose qui se passe, et donc vous avez raison, dans un certain nombre de pays, même j'allais dire dans la majorité des pays dans le monde, ça se passe comme ça. Par contre, en Europe, ça fait bien longtemps que les antibiotiques ne sont pas utilisés comme facteur de croissance et de façon préventive. Et aujourd'hui, les antibiotiques chez les animaux sont utilisés en Europe, donc en France également, pour traiter les animaux, vraiment pour traiter les infections. C'est-à-dire que les animaux, comme les êtres humains, ont parfois des infections bactériennes, et que les antibiotiques ont cette utilité, cette importance pour traiter les animaux de leurs infections bactériennes. Et c'est pour ça que, d'un point de vue politique de santé, si on veut avoir une approche One Health de la politique de santé, il faudrait arriver à ce qu'on se pose
tous ensemble, au lieu d'opposer les professions les unes contre les autres, pour se dire que de toute façon, les antibiotiques sont fondamentaux à partir du moment où on a une infection bactérienne et à partir du moment où ils sont bien utilisés. Et donc, du coup, dans 30 ans, on aura toujours besoin des antibiotiques pour les animaux comme pour les êtres humains. Et donc, dès aujourd'hui, si on voulait avoir une vision One Health, j'allais dire une vision commune de ce qu'on va laisser comme arsenal thérapeutique antibiotique à nos enfants et nos petits-enfants, ben, on pourrait déjà commencer à y réfléchir ensemble aujourd'hui, se mettre tous autour d'une table. Je me rappelle de cet épisode que vous avez tous en tête sans doute récemment, de pénurie d'amoxicilline en pédiatrie. J'ai entendu des médecins qui disaient bah, on va commencer à enlever l'amoxicilline chez les animaux, ça va déjà épargner le stock d'amoxicilline en pédiatrie. Voilà le genre de raisonnement qui, à mon avis, est court-termiste. Vaudrait mieux se dire ben, dans 30 ans, est-ce qu'on aura toujours besoin de l'amoxicilline? Oui. Dans quel secteur? Et faisons en sorte que ces secteurs soient des secteurs où on est tous d'accord pour dire que dans ces conditions-là, on aura besoin d'amoxicilline et on l'utilisera. Et à contrario, dans tous les autres, on n'a pas besoin d'amoxicilline et on ne l'utilisera pas. Voilà. Et d'avoir une vision commune finalement de ces molécules qui sont partagées par l'homme et l'animal. Et comme le disait, ben, je reprends Calvin Schwab, qui est un vétérinaire, qui est un peu bon, en tout cas un des premiers, un peu père du One Health, mais je veux dire, c'est difficile de dire ça, mais c'est quelqu'un qui expliquait tellement bien qu'il n'y avait pas de différence entre les deux médecines. On partage le même, le même langage, même s'il y a des différences interspécifiques, bien sûr, mais on partage les mêmes objectifs et les mêmes façons de penser, en tout cas, hein, lorsqu'on parle de la santé. Donc, le One Health, il est intrinsèque à la communauté partagée qu'a l'homme et avec l'ensemble de son environnement, des êtres vivants. Et j'étends ces êtres vivants pas uniquement aux animaux domestiques, hein, dont on parle beaucoup pour le traitement des antibiotiques, mais comme l'a dit Marie-Cécile, tous les êtres vivants sont concernés. On vit ensemble dans ce même monde. Donc, l'antibiorésistance, effectivement, c'est une thématique One Health. J'ai choisi cette photo parce que on peut imaginer en tout point de cette photo des bactéries résistantes, on peut imaginer aussi des antibiotiques, hein, et on peut imaginer un impact sur la biodiversité, on peut imaginer des transferts, comme l'a très bien dit Marie-Cécile. L'antibiorésistance, ça résulte d'une sélection de bactéries résistantes, mais ça résulte aussi d'une transmission de bactéries qui ont été sélectionnées et qui se transmettent d'un secteur à l'autre. Et là, on voit bien qu'on a dans cette photo aucune image de maîtrise de la transmission, tout est mélangé dans tout. Et donc, la question est vraiment de savoir où sont les principales voies de transmission. Parce que ce diagramme que vous avez là, qui est un diagramme que l'on trouve dans toutes les bonnes revues sur l'antibiorésistance, mais qui pourrait d'ailleurs s'appliquer à d'autres types d'objets hein, que l'on transmet entre les différents secteurs. Vous voyez qu'on a des flèches un petit peu partout entre les animaux. Vous avez en haut tout ce qui est de l'ordre de l'environnement, l'eau, les fleuves, les rivières. Vous ne trouverez pas un secteur dans lequel il n'y a pas un papier ou plusieurs papiers qui vous décrivent des bactéries résistantes à l'intérieur. On a trouvé, comme l'a très bien dit Marie-Cécile, on trouve des bactéries résistantes dans la faune sauvage, on en trouve dans l'eau, on en trouve chez les animaux, on en trouve à l'hôpital, on en trouve dans les aliments, on en trouve dans la faune sauvage, etc. Et donc, la question est de savoir comment on arrive à comprendre ce qui se passe. Et du coup, comment on arrive à agir si jamais on devait pouvoir le faire sans être trop à l'aveugle, parce qu'aujourd'hui, on réduit l'usage des antibiotiques en se disant ça va avoir un impact. Et forcément, ça a un impact. D'ailleurs, on le voit bien. Hein, comme vous le disiez, en France, on a diminué l'impact, enfin l'usage des antibiotiques en médecine vétérinaire. On voit directement un impact sur la résistance. Mais là, on se parle d'une échelle globale. Et on espère que ces actions-là auront un impact plus large que celui de notre propre secteur, dans notre propre pays, etc. Donc, bon, pour illustrer un petit peu ce côté One Health, j'ai pris 3 petites histoires. J'aime bien les petites histoires. Ici, c'est l'histoire d'une enzyme, puisque je m'adresse à un public de médecins.
essentiellement, vous êtes en médecine, vous connaissez très probablement cette enzyme, hein, cette métallo-bêta-lactamase qui confère une résistance au carbapénème, qui a émergé en 2008 en Inde et de façon simultanée dans d'autres pays européens, notamment en Grande-Bretagne, en raison des relations privilégiées entre ces deux pays. C'est un vrai sujet à l'hôpital, cette enzyme. Par contre, donc on voit bien que le gros de l'affaire se trouve à l'hôpital, et également en ville, hein, parce que lorsqu'on parle d'un pays comme l'Inde, on a une telle porosité entre l'hôpital et la ville, et on a de telles bactéries résistantes qui circulent en dehors des structures hospitalières que on peut aussi associer la communauté, hein, bien sûr. Mais par contre, ben, cette enzyme, on l'a trouvée aussi dans de l'eau de surface et on l'a aussi trouvée de façon assez improbable dans le sol d'un archipel norvégien quelques années plus tard. Donc, pour vous montrer que quand vous trouvez un objet d'antibiorésistance quelque part, certes, vous avez probablement le gros de l'affaire qui se trouve là où vous l'avez trouvé en premier, parce que c'était plus facile, plus évident, etc. Mais vous ne pouvez pas, a priori, exclure qu'il se trouve dans un autre endroit, y compris très improbable, comme l'archipel norvégien ici pour l'enzyme NDMA. Cet autre exemple-là, qui vous illustre la façon dont les secteurs sont reliés, qui est assez intéressant, qui est de l'ordre de l'anecdote, mais je vous ai dit que je vous donnerai des petits exemples pour essayer de vous faire toucher du doigt comment ça se transmet, l'antibiorésistance. Vous avez ici des guppies qui, en fait, ont été porteurs de salmonelle paratyphie multirésistante aux antibiotiques et qui ont conduit à des infections à salmonelle dans différents endroits humains, hein, dans différents endroits du monde, par la même souche. Alors, à l'époque, on n'avait pas du séquençage complet de génome, mais vous voyez ici un gel d'électrophorèse en champ pulsé. Et pour ceux qui connaissent un petit peu cette méthode, on voit assez bien qu'il s'agit de la même souche de bactéries qui était dans le même lot, dans le lot initial de poissons tropicaux à Singapour, qui est d'ailleurs une région du monde dont on sait très bien que il s'agit d'un hotspot de résistance aux antibiotiques et de pollution de l'environnement, notamment aquatique, par les antibiotiques. Et ensuite, ce lot a été diffusé, cette souche a été diffusée dans différents poissons qui sont allés partout dans le monde. Voilà, ça c'est une illustration de l'ordre de l'anecdote, parce qu'évidemment que les infections à salmonelle, paratyphie multirésistante ne sont pas du tout l'alpha et l'oméga de la résistance aux antibiotiques dans le monde. Et on se doute bien que la première des mesures qu'on va prendre pour lutter contre l'antibiorésistance ne va pas être forcément sur les guppies. Mais c'est pour vous montrer que cette transmission de la résistance est faite d'une somme de petites histoires comme ça, dont il faut qu'on arrive à savoir lesquelles comptent vraiment et lesquelles comptent moins. Parce que au-delà des constats, il faut quand même qu'on avance. Et donc, il faut qu'on priorise nos actions pour essayer de mettre 20% de l'effort pour 80% des impacts, parce qu'on n'aura jamais toutes les ressources et tout l'argent et tout le temps nécessaires pour résoudre cette question. Et la troisième histoire que j'aime beaucoup, c'est celle du SARM mexé, donc ce SARM, bon, qui est Staphylocoque doré réserméticilline, dont la résistance est déterminée par un seul gène depuis 50 ans, qui est le gène MECA, sauf que en 2011, un nouveau gène qui a fini par s'appeler MECC a été trouvé. Et ce gène MECC, donc très beau papier, une belle nouvelle, un seul gène pendant 50 ans, ça vaut le coup de faire Lancet pour dire qu'il y a un second gène, mais il a été trouvé chez les bovins et chez les êtres humains en même temps, en Grande-Bretagne et au Danemark. Et très rapidement après, le Guardian a publié qu'il y avait une nouvelle souche de SARM, Superbug, qui était transmise des bovins aux êtres humains. Et donc là, vous voyez que à partir d'un fait scientifique tout à fait objectif, on a eu ça a été transformé, ça a été communiqué sous la forme d'une transmission d'une souche multirésistante chez l'animal vers l'homme. Bon, cette histoire-là a beaucoup mobilisé la communauté médicale. Et puis, quelques années après, des collègues vétérinaires m'ont appelé, surtout dans les pays du Nord. Mais dans les pays du Nord, ils ont très peu de résistance, donc ils n'ont pas beaucoup de boulot. Et ils s'occupent de ce qui est autour d'eux. Et ce qui est autour d'eux, c'est surtout de la faune sauvage, et notamment des collègues comme Stéphane Bergeson qui me disaient que
Bah tiens, c'est rigolo parce que ce SARM mexé, on le trouve surtout chez les hérissons, euh, avec une forte prévalence chez les hérissons. Bon, voilà, et ça, c'est bon, c'est quelque chose d'assez fortuit, hein. Ils ont regardé chez les hérissons parce qu'ils étudiaient beaucoup la faune sauvage et ils ont beaucoup de mexé MRSA. Et puis, en fait, ce n'était pas du tout un fait isolé, hein. Tout le monde en Europe trouve une très forte prévalence de ce SARM mexé chez les hérissons. On l'a fait également en France avec des collègues vétérinaires, des écoles vétérinaires. Tout le monde trouve exactement la même chose et je vous invite à lire ce papier très intéressant qui résume un petit peu l'histoire de ce SARM mexé qui a été publié en 2022. Donc, vous voyez, 10 ans après l'identification chez des bovins et chez des êtres humains, et qui vous explique que l'hypothèse quand même la plus probable de la sélection de ce gène, enfin de la sélection de ce SARM porteur de mexé, c'est une histoire d'écologie finalement évolutive, avec un hérisson qui vit en partenariat avec deux autres amis que sont le trichophyton et le staphylocoque doré, et que ce ménage à trois, ben finalement, c'est un peu finaliste ce que je vous dis, mais c'est pour que ça soit le plus clair possible, pour que ce ménage à trois persiste d'un point de vue évolutif, alors que le trichophyton synthétise de la pénicilline et que le staphylocoque doré est naturellement sensible à la pénicilline. Donc, pour que le staphylocoque doré puisse perdurer en partenariat avec le trichophyton, il faut qu'il résiste à la pénicilline et probablement que l'évolution a conduit à ce que sa façon de résister à la pénicilline soit d'avoir sélectionné ce gène mexé. Et donc, on a ici une combinaison qui marche très très bien avec ces trois partenaires-là, et que finalement, le point de départ de mexé, c'est finalement quelque chose d'assez naturel, qui ensuite a pu essaimer de façon sporadique, et il se trouve qu'en 2011, on a trouvé ce gène chez des bovins, chez des humains, mais l'histoire ensuite, parce que tout le monde, toutes les équipes de microbiologistes ont cherché mexé partout, et en fait, on trouve de très très faibles prévalences dans tous les autres secteurs que le hérisson. Donc, on voit bien que ça a pu essaimer, mais que le hotspot, il est chez le hérisson, et qu'on est très très loin du fait que la transmission, que la chose à retenir de cette histoire soit une transmission de la vache à l'homme. Et c'est pas sans conséquence d'avoir publié ça dans le Guardian, parce que pendant 1 an et demi, la filière laitière en Grande-Bretagne a dévissé complètement parce que les gens pensaient qu'ils allaient attraper ce SARM mexé superbug en buvant du lait. Et on voit bien que c'est par ce genre de transformation de l'information scientifique et de manque de prise de recul par rapport au sujet qu'on a des conséquences très très concrètes opérationnelles, et qui sont finalement des effets de balancier successifs qui nous envoient que dans le mur, parce que pendant qu'on se concentre sur cette histoire-là, on n'est pas sur finalement les vrais sujets qui sont ceux qui conduisent vraiment à de l'antibiorésistance transmissible, impactante dans les différents secteurs. Voilà. Donc, ces trois histoires, pour vous montrer qu'elles sont toutes one else, mais pour vous dire que finalement, ouais, comment on va quantifier ces flèches? Quelle importance on va donner aux hérissons? Quelle importance on va donner aux poissons? Quelle importance on va donner aux archipels norvégiens qui ont un DM1? C'est toute la question. C'est-à-dire que le One Health, c'est de loin pas si simple à comprendre, même si une fois qu'on a passé le cap, tout est dans tout, et pas si simple à mettre en place, notamment parce qu'on a affaire à des professions qui ont chacune leur logique, chacune leur histoire, leur ancrage, et notamment médical, lorsqu'on parle de la profession vétérinaire et la profession médecine humaine. Et je vais reprendre cet exemple du SARM que vous connaissez bien et qui me semble extrêmement illustratif de ça. Le SARM, c'est un pathogène que les médecins connaissent de génération en génération depuis les années 60. Voilà, pour tout médecin, le SARM, c'est encore un pathogène qui tue. Certes, on a des antibiotiques qui sont encore actifs sur le SARM, ce qui est beaucoup moins le cas sur des entérobactéries multirésistantes, par exemple. Donc, il y a une forme de préservation d'un petit arsenal encore actif sur le SARM. Mais le SARM, j'allais dire, c'est une revue qui vous montre bien qu'on a différents clones
qui circulent dans le monde. Chaque pays ou continent a plus ou moins les siens, avec des prévalences plus ou moins grandes. Et c'est la routine pour les médecins depuis 60 ans, le SARM. Et lorsqu'on regarde ce même pathogène chez les vétérinaires, j'ai mis ici le tout premier papier d'un SARM animal. Le premier SARM animal qui a été décrit dans la littérature, il a été chez une vache en Belgique et il date de 1972, c'est-à-dire 10 ans, plus de 10 ans après la première description d'un SARM chez l'homme. À cette époque-là, en 1972, les médecins ils étaient au plafond sur le SARM. Tout le monde savait ce que c'était un SARM parce que, manque de chance, le staphylocoque doré avait pu être traité par la pénicilline, puis ensuite il était devenu résistant, la méticilline avait été utilisé. Et puis le SARM est devenu un symbole de ce staphylocoque doré, multirésistant et résistant à toutes les bêta-lactamines. Vous voyez ici, je vous ai mis les papiers sur SARM et animal. On retrouve la vache, mais vous voyez, au début des années 2000, très peu de rapports sur SARM et animal. Très peu de rapports. Quand vous regardez la littérature scientifique médicale chez l'homme, toutes les courbes sont bleues depuis le début, parce que le SARM fait partie du médecin. Et là, finalement, on voit bien que le vétérinaire ne s'est pas intéressé au SARM, mais ce n'est pas parce qu'il s'en désintéresse, c'est tout simplement parce que le SARM n'a pas le même impact sur les espèces animales, sur le soin vétérinaire, que ça a chez l'homme. Et là où les deux professions se sont rencontrées, c'est au début des années 2000. Vous voyez que, si je reprends cette courbe-là, vous voyez que il s'est passé quelque chose quand même au début des années 2000. Et ce qui s'est passé est très lié à une espèce animale particulière qui est le porc. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, enfin pendant ces années-là, c'est que on a eu des cas, surtout dans des pays qui n'ont pas de SARM à l'hôpital, comme les Pays-Bas et le Danemark, on a eu des cas de SARM qu'on n'arrivait pas à identifier à l'hôpital, qu'on appelait non typables à l'époque, qui n'étaient pas dans les bases de données connues, et qui très rapidement se sont révélés être associés à la profession porcine. C'est-à-dire que les SARM en question étaient liés à des éleveurs, étaient liés à des abatteurs, à des vétérinaires, etc. Et là, vous avez le cas index, cas index de SARM qui est devenu emblématique, où c'était une petite fille qui est rentrée à l'hôpital, non pas pour une infection à staphylocoque doré, mais pour une opération de maladie congénitale du cœur, et qui était dépistée porteuse de SARM, pas du tout malade, et qui en fait était issue d'une famille d'éleveurs. Et donc, à cette époque-là, quand vous avez ces deux professions qui se rencontrent, on n'est pas du tout dans la même culture, on n'est pas du tout dans la même histoire. Et donc, tout est à réapproprier. On a vraiment une acculturation réciproque. Et aujourd'hui, les vétérinaires ont largement rattrapé le retard. Aujourd'hui, les vétérinaires savent tous ce que c'est qu'un SARM. Mais à l'époque, ils n'avaient pas forcément besoin, en élevage de porc, on n'a pas forcément besoin de s'occuper des SARM. Pourquoi? Parce que le staphylocoque doré n'est pas du tout, ou quasiment pas, un pathogène chez le porc. Donc, le vétérinaire n'a pas à traiter le staphylocoque doré. Il n'est pas en échec thérapeutique face à un SARM. Alors que l'angle du médecin, c'est principalement l'échec thérapeutique d'avoir un SARM chez un patient. Ce n'est pas du tout le cas en médecine du porc. Donc, vous voyez, faire du One Health d'un point de vue professionnel et donc d'un point de vue action commune, c'est pas si simple parce que ça nécessite que chaque secteur regarde avec bienveillance et surtout veuille se réapproprier avec beaucoup d'humilité aussi le secteur d'à côté et non pas dans une opposition que l'on voit trop souvent de mon point de vue entre les différents acteurs autour des antibiotiques. Alors évidemment, ça n'est pas un non-sujet, le SARM du porc transmis à son éleveur parce que ça a eu fait des morts. C'est pas un SARM qui est très pathogène chez l'homme, mais il n'empêche que ça a quand même fait des décès. Et en plus, c'est arrivé dans des pays qui ont très peu de SARM à l'hôpital et qui donc font du SARM un des emblèmes de la lutte contre l'antibiorésistance, alors qu'en France, à la même époque, on avait à peu près 30% de SARM à l'hôpital. C'est sûr que la transmission du porc, on ne l'aurait même pas remarqué. Ouais. Donc là, on a un vrai sujet. Il ne faut pas minimiser ce sujet-là, mais il faut voir le contexte dans lequel ce sujet-là arrive. Et donc, si je reprends ce diagramme, finalement, le porc, il est où là? La transmission, elle est où? C'est quelle flèche? Est-ce que donc ça veut dire que, au motif qu'il y ait des ministres qui ont démissionné aux Pays-Bas, dans cette affaire-là, que les Pays-Bas et le Danemark ont fait un lobbying extraordinaire auprès de la Commission européenne pour tester le SARM partout chez le porc en Europe,
Est-ce que ça veut dire que cette flèche d'un coup est super importante et que c'est ça l'alpha et l'oméga de l'antibiorésistance? Bah, probablement pas. Mais du coup, est-ce qu'on peut mettre autant d'efforts pour traiter chaque pathogène avec chaque type de transmission, chaque secteur, etc.? Bah, probablement pas non plus. Donc on fait quoi? On fait quoi? Et un de mes messages, c'est que on manque beaucoup de données quantitatives aujourd'hui pour savoir quels sont les 2, 3, et peut-être que ça n'existe pas, hein, mais quelles sont les voies majeures de transmission, sur lesquelles on pourrait passer pardon. Et donc, ce que je m'entendais 2 fois, bon, c'est pas grave. Et donc, ce que je voulais dire, c'est on confond transmission et impact épidémiologique. Le but n'est pas de dire ça se transmet pas. Le but est de savoir en quoi ça a un impact, en quoi ça compte. Parce que par exemple ici, vous voyez, on peut aussi trouver des SARM des fois chez les vaches. On n'en trouve pas beaucoup. Et ici, vous avez un exemple de travaux qu'on a fait avec le centre de référence des staphylocoques, où le SARM qu'on a trouvé chez la vache, bah, c'était un SARM humain. Donc ça veut dire que ça passe aussi dans l'autre sens. Mais est-ce que pour autant, il faut dire que l'alpha et l'oméga de la antiborisance, c'est la transmission du SARM de l'homme à la vache? Ben non, parce que la prévalence du SARM chez la vache est quasi nulle. Donc, ça arrive, on a des transmissions, mais on a un impact épidémiologique qui est proche de zéro. Donc, la confusion entre transmission, et tout souvent transmission et One Health, c'est très associé hein, dans la façon dont les gens l'appréhendent. Transmission n'est pas du tout forcément synonyme de gros impact. Ici, vous avez un autre exemple où, si vous regardez des moules ou des fruits de mer dans le lagon de Bicêtre, en Tunisie, eh bien, vous trouverez des bactéries qu'on trouve multirésistantes à l'hôpital, mais forcément parce que, comme l'a très bien expliqué Marie-Cécile, les effluents des structures hospitalières, des hôpitaux, se déversent dans le lagon et ces bactéries sont concentrées au niveau des fruits de mer et, voilà, et on trouve ces bactéries-là. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a identifié ce circuit-là? Qu'est-ce qu'on fait? On met le gros des efforts sur les fruits de mer, sur les effluents, en amont dans les hôpitaux pour éviter que les effluents soient pollués. Voilà, on est là, on est à ce nœud-là entre la science qui est très descriptive, qui montre des transmissions un peu de partout, avec très peu de quantification, et donc très peu de possibilités pour se réapproprier des actions priorisées pour lutter contre le phénomène. Ici, c'est un travail qu'on avait fait en Algérie, où la question était de savoir quel était le niveau d'antiborisance dans les kebabs. Et bon, les kebabs, ce sont des aliments que vous achetez, que vous mangez directement. La réponse, c'est que 25% des kebabs sont contaminés par des bactéries multirésistantes, 25% des kebabs, qui rentrent directement dans votre microbiote. Donc, vous voyez qu'on a un mélange de cette flore qui ne vous rend pas malade, mais qui participe de la circulation de l'antibiorésistance. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, il y a différentes couleurs selon les quartiers de la ville de Béjaïa, où on voit que les souches et les plasmides et les bactéries elles-mêmes sont différentes et sont propres à un quartier. Donc là, on a envie de dire, ben, qu'est-ce qui a fait que le quartier vert, là, c'est la même bactérie, c'est le même plasmide entre les différents kebabs des différents vendeurs de kebabs? C'est quoi la source? Parce qu'il y a forcément une source commune. Épidémiologiquement, on voit bien qu'il y a quelque chose d'unitaire là autour de ce quartier-là. Il ne se passe pas la même chose dans ce quartier que dans celui d'à côté. Et bon, on ne peut pas répondre à la question parce qu'on avait mélangé tous les ingrédients d'un même kebab, mais ça serait intéressant d'aller plus loin et de voir quelle est vraiment la source pour avoir une action plus précise. Et vous imaginez le travail pour faire ça un peu partout dans le monde, pour essayer de prioriser les actions. Voilà. Donc, pour conclure et pas être trop long non plus, l'antibiorésistance, évidemment que l'usage des antibiotiques et la transmission des bactéries, c'est un usage, ça a un impact fort sur la biodiversité, fort sur nos microbiomes, fort sur, effectivement, Marie-Cécile parlait des plastiques. C'est hallucinant la façon dont les plastiques et les microplastiques sont des supports, des véhicules de bactéries dans le monde. Hein. On a une association de malfaiteurs avec toutes ces pollutions-là. Les secteurs sont évidemment interconnectés, donc essayez de retenir qu'il faut aborder ce sujet avec un esprit One Health, mais il ne faut pas que cet esprit ni vous perde trop, ni vous fasse aller vers des conclusions trop hâtives. Il faut garder
la rigueur scientifique et donc faire des allers-retours. Moi, je pense qu'il faut faire des allers-retours entre la vision globale, très globale, qu'il ne faut absolument pas ignorer, et la vision de détail. Et ni l'une ni l'autre ne se suffit elle-même. Il faut faire des allers-retours entre les deux pour se dire, bah, ouais, pour essayer de ne pas être dans l'erreur scientifique, tout sans être perdu par l'immensité de la tâche, mais tout en ayant conscience de cet impact global. Et je le redirai jamais assez, de mon point de vue, on manque vraiment cruellement de données quantitatives, notamment sur la transmission de l'antibiorésistance entre les différents secteurs. Et un dernier petit point, c'est qu'on parle beaucoup de One Health depuis tout à l'heure, et puis de façon très générale. De mon point de vue également, le One Health ne renvoie pas la même définition partout dans le monde de la même façon. Faire du One Health, discuter du One Health en Europe, c'est pas du tout la même chose que de le faire dans d'autres continents ou d'autres pays. Je citais notamment l'Asie du Sud-Est tout à l'heure avec les poissons, mais il y a bien d'autres endroits dans le monde où le One Health n'est pas du tout le même One Health, j'allais dire, que celui qu'on a en Europe. On parlait des facteurs des antibiotiques promoteurs de croissance. Quand on a des systèmes agricoles qui sont structurés, lorsqu'on a des systèmes d'assainissement qui sont en place, on n'a pas le même One Health. Et donc, là aussi, on manque de données quantitatives, mais on n'est même pas sur le même schéma de One Health. Le One Health n'est pas le même partout, en tout point de la planète. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, en complément de ce qu'a présenté Marie-Cécile. Et j'espère qu'à nous deux, on vous a donné une vision un petit peu complémentaire de ce qu'on pouvait dire sur l'antibiorésistance ce soir. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, je tiens à vous féliciter parce qu'on a une vision globale telle qu'on attendait justement de l'antibiorésistance. J'aurais 2 questions à vous poser à tous les deux, si vous voulez bien. Et d'ailleurs, je renvoie les étudiants vers un post-casque qui a été fait il y a à peu près 1 an. C'était en septembre 2003, donc, avec en particulier notre collègue Renaud Tissier en particulier, avec un collègue, je ne me rappelle plus son nom, mais sûrement que Cortot, qui est ici, va me le souffler très rapidement, eh bien, qui avait présenté, en définitive, derrière cette nécessité méthodologique que j'entends là, comment sortir de la complexité, car c'est vraiment un monde complexe, avec des méthodologies différentes en fonction de différents niveaux et avec une volonté d'efficacité en quelque sorte, eh bien, je suis très content de ce que vous avez présenté parce que c'est un exemple de ce que peut être Présode. Le fameux Présode, j'aimerais avoir votre avis, qui est en définitive au niveau mondial en quelque sorte, comment dire, une analyse en définitive des risques et la volonté d'avoir ces éléments qualitatifs. C'est la première question que je poserai, c'est-à-dire est-ce que vous voyez dans ce qui nous a été présenté, c'est Jean-Luc Angot en particulier qui l'a développé avec le président Macron et avec la plupart des pays qui ont suivi. Je vous renvoie bien entendu à ce postdoc. Comment il s'appelait avec... Oui, mais avec Bruno Tissier. Tu ne te rappelles pas qui avait présenté ça? Marc Denain. Eh bien, c'est très important parce que justement, c'était une solution qui nous a été présentée, méthodologique, avec des financements qui théoriquement devraient, internationaux qui devraient théoriquement s'objectiver. Ça, c'est la première question. Est-ce que vous vous situez là-dedans ou est-ce que vous pensez que la réflexion sur le risque tel que Présode la présente, avec le traitement du risque, etc., est-ce que ça peut être une aide méthodologique par rapport à cette complexité et d'avoir une certaine efficacité et de savoir
les différents professionnels, leurs différentes attitudes et pratiques, comment dire, les meilleures. Ma deuxième question, c'est que j'aimerais avoir votre avis sur une chose dont on a parlé, on l'a même rentrée dans la Constitution, c'est l'éthique de précaution. L'éthique de précaution qui voit que lorsque nous avons une infection, eh bien, cela entraîne tout simplement de ratiboiser carrément un problème. Est-ce que vous ne pensez pas que la méthodologie que vous appelez là, que vous attendez, va permettre d'aller plus loin que ce principe de précaution qui apparaît beaucoup trop généraliste et aveugle, je dirais, au grand maximum? Qu'en pensez-vous l'un et l'autre? Si mes questions vous inspirent. Marie-Cécile Ploix. Alors, sur le principe de précaution, je pense que Jean-Yves aura beaucoup de choses à dire aussi, parce que le principe de précaution, le monde de l'élevage le subit, je pense souvent. En médecine humaine, effectivement, je pense que ça arrive qu'on se couvre, en fait, on ouvre le parapluie parce que c'est compliqué, et de toute façon, prendre une décision clinique d'un traitement, c'est compliqué. Mais néanmoins, je trouve qu'il faut vraiment revenir au sens clinique et avoir une approche vraiment clinique du patient, connaître évidemment les bases de l'épidémiologie, de ce qui circule, comme on l'a tous les deux montré. Si vous exercez dans un pays d'Asie du Sud-Est, ou même dans le sud de l'Europe, dans des pays comme la Grèce, vous serez pas confronté à la même épidémiologie. Et donc, en Grèce, le taux la prévalence des bactéries résistantes est beaucoup plus élevé. Et donc, aujourd'hui, il y a des comités mis en place en Grèce pour vraiment le bon usage des antibiotiques. Donc après, il y a quand même, en France, en tous les cas, on a la chance d'avoir quand même des recommandations extrêmement bien faites par la Société de pathologie infectieuse de langue française, avec des outils qu'on peut avoir sur les smartphones, etc., qui permettent un guide au traitement qui permet d'améliorer les choses. Après, j'ai entendu en avril dernier à un congrès le topo d'un sociologue que connaît bien aussi Jean-Yves, qui est Nicolas Fortanet, qui est un chercheur INRAE qui a beaucoup travaillé sur l'usage des antibiotiques dans le monde animal, mais qui travaille maintenant aussi sur l'aspect médecine humaine. Et il disait quelque chose de très intéressant par rapport à l'approche de la médecine, tout du moins dans notre pays et dans certains pays d'Europe aussi, qu'on on forme nos étudiants, et sociétalement même, on forme la population à dire qu'on doit fixer un problème. Donc, comme si on mettait un pansement sur tout, on doit trouver une solution pour tout. Et donc, ça veut dire que le côté résistance aux antibiotiques, l'impact que ça peut avoir, eh bien, il faut aussi mettre le citoyen lui aussi, il est dans le principe de précaution. C'est-à-dire qu'il dit moi j'ai mal, je veux retourner bosser, puis j'en ai marre, et puis quand c'est les petits qui pleurent la nuit, enfin voilà, comme si l'antibiotique, j'en reviens au terme utilisé dans les années 40 du miracle des antibiotiques, ça a eu une conséquence, que les gens le voient comme un médicament miracle, qui va tout solutionner, et peu importe finalement, les gens ils savent pas bien la différence entre bactéries, virus, etc. Donc il faut, je pense, ce principe de précaution, sociétalement, qu'on y travaille. Ça veut dire qu'il faut parler à la population, au grand public, avec des mots sûrement différents que ceux qu'on utilise, parce que c'est quand même complexe qu'on a présenté, et que quand on parle de résistance aux antibiotiques, de transfert, de gènes, de One Health, c'est compliqué à comprendre. Donc il faut trouver une façon d'exprimer, de dire les choses plus simplement. Et je trouve en tous les cas que la jeune génération là, de médecins sont, avec l'implication aussi sur le changement climatique, etc., leur conscience collective par rapport à ça, je trouve que globalement, ils ont une approche moins j'ouvre le parapluie quoi qu'il arrive, et de plus accepter de ne pas prescrire. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prescrire. C'est quand même, quand on a une infection, ça marche très très bien, donc il faut soigner les gens, mais pas de façon
inapproprié, mais ce n'est pas évident de résister à la pression des patients aussi. Donc il faut, je pense, former tout le monde. Là aussi, tout est dans tout, comme disait Jean-Yves, et le médecin, il est dans la société aussi. Et donc la société, il faut prendre en compte aussi la société, mais c'est la même chose pour la vaccination, dans son approche médicale. Merci Marie-Cécile. Alors Jean-Yves, Oui, bah, Présode, j'aimerais savoir sur Présode. Est-ce que Présode, qui apparaissait comme étant une solution, certes un peu planante en quelque sorte, car elle est plus ou moins planétaire, est-ce qu'elle vient éventuellement alimenter en recherche, en travaux qualitatifs, tels que en analysant tout simplement les risques? Bon, alors, effectivement, Présode, c'est une initiative internationale qui a pour ambition, effectivement, de comprendre mieux comment les maladies, notamment les maladies zoonotiques, hein, le ZOD, c'est Zoonotic Disease, arrivent, se développent et essaient d'avoir des méthodes d'anticipation, de prévention, de détection précoce, etc. Donc, bon, sur le plan conceptuel, moi, je pense qu'effectivement, tout ce que je viens de dire là, qui est dans la définition de Présode, s'applique aux antibiotiques, hein, la prévention, l'anticipation, l'application, les méthodes innovantes. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais on peut imaginer que dans quelques années, on aura des façons plus méthodologiques et plus efficaces et peut-être plus précises et plus grand jeu de données pour anticiper cela. Pour moi, ça donne un cadre, effectivement. Et après, la question, c'est de savoir, encore une fois, comment on passe de ce cadre à la vie concrète. Et effectivement, les points que ça rejoint un petit peu ce côté de précaution quand même, parce que quand on est dans le principe de précaution, sans discernement, on peut se passer de ça, finalement. Parce que moi, je suis pas pour. Donc, je pense que le principe de précaution, sa limite, c'est effectivement l'ignorance. Il ne faut pas que le principe de précaution soit une excuse à l'ignorance. Comme disait Marie-Cécile, on a tout un tas de moyens aujourd'hui pour savoir mieux ce qu'on fait. Il faut porter la connaissance de façon plus large sur un plus grand public. Et une fois que ça s'est fait, le principe de précaution vient là pour combler ce que l'on ne sait pas. Mais aujourd'hui, on a beaucoup d'applications du principe de précaution qui comblent en fait des ignorances qui n'en sont pas, qui ne devraient pas en être, parce que la connaissance est là, et c'est juste que les acteurs qui sont en situation d'utiliser le principe de précaution ne connaissent pas n'ont pas cette connaissance. Donc, à mon avis, les deux questions ne sont pas si éloignées parce que avoir l'ambition de... Oui, elles sont même assez liées. De la même façon que Marie-Cécile parlait de Nicolas Fortanet, également sur ce sujet, on est trop centré sur les disciplines médicales et biologiques pour traiter de la question de la résistance aux antibiotiques. Les acteurs des sciences humaines et sociales sont rares. Et quand on parle des sciences humaines et sociales, il y a énormément de disciplines qui sont au sein des sciences humaines et sociales, qui appartiennent aux sciences humaines et sociales. Et c'est encore très, très fragmenté à la façon dont ils interagissent avec ce sujet de la résistance aux antibiotiques, comme avec aussi les changements globaux. Mais c'est vrai que la notion de soin n'est pas du tout la même, et la façon dont on décline le soin n'est pas du tout la même en tout point du globe. Donc, je pense que ces deux questions, même si vous les avez posées en deux fois, je pense qu'elles sont intimement liées. Et ouais, Marie-Cécile disait dans le monde animal, le nombre comment dire, de préjugés ou de fausses idées qu'on a sur antibiotiques et monde animal, on pourrait y passer la soirée. Mais de la même façon que l'image même de l'antibiotique, l'antibiotique a une image extrêmement positive, à tort, mais extrêmement positive pour soigner
les rhinopharyngites hivernales. Donc, en gros, il y a une image très positive de l'antibiotique pour l'être humain. Par contre, il y a une image extrêmement négative de l'antibiotique associé au monde agricole, de la même façon que l'ensemble des intrants chimiques jouissent d'une image très négative associée au monde agricole. Donc, on voit bien que rien qu'en prenant les antibiotiques et ces deux mondes-là, on voit bien que les deux images sont contradictoires. On ne veut pas des antibiotiques en agriculture et on en veut beaucoup l'hiver pour soigner les enfants. Et tant qu'on n'aura pas réussi aussi à déconnecter ça et à remettre l'église au milieu du village, on aura toujours des gens qui croyant bien faire, et c'est probablement pour en discuter, mais qui achètent du jambon sans antibiotiques en supermarché et qui s'imaginent qu'il n'y a pas d'antibiotiques dans ce paquet. Donc c'est pour ça, et qui font bien. Et au fond d'eux, ils sont sincères, c'est-à-dire ils agissent dans le bon sens. Ils disent, je vais acheter du jambon marqué sans antibiotiques, c'est quand même bien, c'est vertueux. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte que celui qui n'est pas marqué sans antibiotiques n'a pas plus d'antibiotiques dans le paquet. Et donc là, on voit bien que c'est un déficit de connaissance. Les aliments n'ont pas d'antibiotiques dans le paquet que vous achetez, même s'il n'y a pas marqué sans antibiotiques. Je suis très content de cette réponse-là, Jean-Yves, et je vais faire un lien avec ce qu'a dit Marie-Cécile tout à l'heure en mobilisant les citoyens. Parce que je pense que là, la bioéthique est particulièrement importante. Elle est particulièrement importante parce que déjà John Rawls a bien expliqué qu'en levant le voile d'ignorance, c'est tout à fait ce que Jean-Yves demande, en levant le voile d'ignorance, eh bien, on est amené à confronter que les acteurs soient en état de responsabilité et de consentement social et de consentement. Et ce sont d'ailleurs des qu'ils préconisent. Et donc, on sent que par rapport aux fausses, ce que tu es en train de dire, aux fausses nouvelles, aux fausses représentations, ou au manque éventuellement de précision, voire d'éducation par rapport à ces éléments-là, on peut imaginer que la réflexion citoyenne, donc démocratique, devrait théoriquement aider en définitive par rapport à ce que vous demandez. Et c'est si Marie-Cécile le demande, c'est-à-dire que chacun soit en état de responsabilité, comme toi-même, tu le réclamais par rapport aux tranches de jambon. Tu vois ce que je veux dire? Ou ceux qui font les tranches de jambon, ou qu'on laisse avoir éventuellement sur les tranches de jambon le spot qui dirait comme quoi il n'y a pas d'antibiotiques. Donc je pense que cette réflexion m'apparaît importante et sans travailler sur le phénomène One Health. Qu'est-ce que c'est? En plus, Santé planétaire a proposé Marie-Cécile Plouet, et je pense qu'elle a raison, parce qu'on voit bien comment elle déborde, mais en même temps, avec l'appel méthodologique que tu attends, et donc, visiblement, la convocation de travaux scientifiques, de toutes, que ce soit l'épidémiologie, comme en parlait Marie-Cécile, que ce soit les ethnos, travailler sur tous ces éléments-là, on sent bien. Est-ce que ce que je suis en train de vous dire fait écho en vous? Parce que quand on dit de toute façon, il manque les sciences humaines, oui, mais comment, dans quelle dimension les sciences humaines? Est-ce que c'est justement pas dans cette vision démocratique qui est sûrement peut-être une réponse, je ne sais pas. Qu'en pensez-vous tous les deux? En fait, on constate, je pense que Marie-Cécile dira la même chose, on constate qu'on est capable de faire des projets de recherche interdisciplinaires qui associent les différents types de disciplines scientifiques. Quand vous dites démocratique, moi, ça m'évoque vraiment une percolation à égalité, on va dire, de façon complémentaire de toutes ces disciplines dans la vie de tous les jours. Quand on parle du citoyen, c'est sa vie de tous les jours. On n'est pas dans la construction d'un projet de recherche qui a un début et une fin. On voit bien avec Marie-Cécile la difficulté qu'on a à mettre en place des dispositifs pérennes pour surveiller la même chose dans différents secteurs.
des choses qui sont de la vie de tous les jours. Quand on surveille la résistance aux antibiotiques ou la consommation d'antibiotiques, on n'est pas encore fichu de le faire de façon correcte. Si on veut le faire en interdisciplinaire, de façon honnête. Par contre, on est très très fort pour faire un projet de recherche en associant les différentes compétences et en essayant de répondre à des questions de recherche. Donc, dans l'approche vraiment, enfin dans la dimension démocratique, moi je pense que c'est ça qui nous manque. C'est vraiment et ça renvoie à la conscience individuelle, à l'éthique individuelle, à la responsabilité individuelle, et effectivement à une connaissance beaucoup plus partagée et sur l'ensemble des disciplines, en tout cas les principales disciplines, en tout cas sans exclusion de disciplines comme les sciences humaines, qui sont quand même j'allais dire, le socle de notre société, même au-delà de la microbiologie, je dirais quand même. Hein. C'est quand même fou de se dire que c'est la microbiologie, qu'elle soit médicale, vétérinaire ou tout ce que vous voulez, épidémiologie, qui fait la loi de l'antibiorésistance, alors que ce sont quand même des comportements humains qui gèrent la façon dont on s'alimente, dont on réagit face à son voisin, dont on pense, etc. Donc, voilà. Nous avons la chance d'avoir 2 académiciens avec nous. Alors Jean-Pierre Gégou et Francis Desbros, est-ce que l'un ou l'autre voudrait poser une question à nos collègues? Jean-Pierre Gégou, ça m'étonnerait, ou même Francis. Ah, je vois Francis. Tu as la parole, Francis. Non, j'ai bien apprécié les 2 présentations. Et cette séparation entre le monde humain et le monde agricole, et puis cette intervention de la notion du comportement du citoyen sont des domaines qui m'ont interpellé. Donc, je suis plutôt en position d'assimiler ça que de poser des questions. Jean-Pierre? Oh ben, je ne veux pas en rajouter à ce qu'a dit Francis. Hein. J'apprends en ce moment, là, en effet. Ben oui, on apprend tous en ce moment. Est-ce que parmi les étudiants, à mon avis, par rapport à ça, est-ce qu'il y aurait parmi les étudiants quelqu'un qui oserait une question, bien sûr? Je vous disais tout à l'heure qu'il y aurait de l'interactivité. Alors, qui est-ce qui se dévoue là? Est-ce qu'il y a une question au moins à poser? Profitez-en, vous n'aurez pas toujours. Non. Est-ce que vous irez voir ce podcast One Health d'il y a 1 an et qui, comment dire, se retrouve là en dialogue avec ce que nous avons entendu? En tout cas, je compte sur vous. Il nous reste peut-être à vous remercier, puisque le silence règne, comme on dit, mais il suffit qu'on ferme les écoutilles pour qu'aussitôt les questions interviennent, j'en suis persuadé. En tout cas, c'est le moment de vous remercier, si vous voulez bien, tous les 2, autant Marie-Cécile que Jean-Yves. Ça a été un plaisir, vous nous avez ouverts, et surtout, vous nous avez sensibilisés dans un monde dont nos 2 académiciens nous montrent bien qu'il est important de le considérer autrement que comme eux-mêmes ou comme nous-mêmes à la faculté de médecine, nous le voyons. Donc, d'où l'importance d'en avoir discuté avec les étudiants ce soir. Merci, à bientôt. Je vous rappelle plusieurs choses. C'est que si vous voulez participer, il y a une revue d'éthique, voyez-vous, l'éthique s'intéresse à One Health, qui a fait un appel de papier, ça s'appelle One Health, interdisciplinarité et bioéthique. Et ce que vous avez présenté là, avec les manquements, soit de pensée ou les difficultés dans la complexité, ne serait-ce que pour trouver les bonnes voies, serait éventuellement un papier qui nous aiderait énormément. C'est dans la revue Ethics, Medicine and Public Health. C'est en anglais, mais vous avez l'habitude, bien sûr, de publier de cette manière.
On va vous proposer éventuellement de le faire, si vous voulez, parce que vraiment, ça s'intégrerait énormément dans le concept même que nous avons de One Health, à l'ouvrir, comment dire, à santé planétaire. Pourquoi pas? En tout cas, je tiens à vous remercier. La prochaine fois, alors là, c'est plus pour les étudiants, c'est le 26 novembre. Alors, nous avons la chance, la prochaine fois, d'avoir l'ancienne patronne de l'école de management de l'université qui va venir, Annie Bartoli. Non, c'est qui alors? Alors, tu m'as donné un mauvais programme. C'est le 28 janvier. En novembre, Annie Bartoli avec le docteur Guy Gozlan, que je connais, qui est un psychiatre particulièrement renommé, et avec Mathias Vaeli, maître de conférence à l'Université de Genève. Et ça se passe ici, à Foch, et vous êtes, bien entendu, totalement invités. Alors, je vous remercie déjà. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous avez des questions à poser maintenant qu'ils ne sont plus là. Et on aurait sûrement des difficultés à y répondre. Parce que là, on est vraiment dans un nouveau champ et les médecins ne peuvent pas avoir une vision, comment dire, qui serait purement dans leur secteur, même si on attend d'eux qu'ils soignent les humains, c'est évident. Mais avec les répercussions que cela peut donner. Si vous voulez, je vais vous demander, tu vas peut-être y aller, Corto. Corto, qui est mon fidèle adjoint, va noter vos noms, prénoms, voilà. Éventuellement, si vous êtes contente ou pas. Enfin voilà, et la prochaine fois peut-être dans les validations obligatoires. Bonne soirée.